Et maintenant sur votre radio préférée, Le Collectif présente. Le Collectif présente. présente. Dans une heure, c'est terminé. Stop giving power to people who don't believe in science, or worse than that, pretend they don't believe in science for their own self-interest. C'est une émission sur la citoyenneté et la science. Avec une approche à la fois collective, conviviale et humoristique. Dans une heure, c'est terminé. Dans le domaine de l'exploration spatiale, il faut croire à la science-fiction. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Est-ce que c'est une révolution physique ? Toute découverte est une sorte de révolution. Ma position, c'est qu'il faut confier aux machines plus de responsabilités. Today, we are delighted to have with us as guest on this program, Dr. Albert Einstein. Abeille bruissante des matins d'été, abeille qui bourdonne dans la tasse. Abeille, où es-tu allée, abeille bruissante et jamais lasse. J'ai construit ma ruche dans la cervelle d'un enfant, mais tant va l'abeille à la cruche que la fleur fleurit dedans. Ce furent d'abord les yeux étonnés, et le miel, et la cire bien construite, le sourire et le rire et le mot chantonné, et la question jamais détruite. Tant qu'à force de bourdonner dans la cervelle de l'enfant, il finit par s'en étonner et par inquiéter ses parents. Quand il fut approvisionné de miel et de cire bien mûre, alors je l'ai abandonné dans le baiser d'une piqûre. Mais nul, jamais, ne fera sortir de sa mémoire mon bourdonnement à moi, l'abeille, et jamais il ne voudra croire aux mots pourris qu'on glisse dans l'oreille. Vous écoutez, dans une heure, c'est terminé. Une émission proposée par le Collectif. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Panique et bonsoir le Collectif. Bonsoir. J'ai autour de moi Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour, bonsoir, ça va ? Ça va, t'es à la technique aujourd'hui alors ? Oui. Ça va aller ? Oui, ça va, c'est le stress. C'est le On a stress. pris beaucoup de temps de préparation pour l'émission. On va du coup donner directement la parole à Renaud. Oui. Bonjour Renaud. Je la prends, bonjour. Tu es heureux d'être là Renaud ? Oui, comme chaque fois. Comme chaque fois. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va, je reprends mon souffle doucement. Oui, parce que ça a été la grève aujourd'hui. Oui. Il a fallu venir jusqu'au studio. Parlons-en. J'ai eu un peu de mal à arriver, mais on est là. C'est l'essentiel. Est-ce qu'on aurait dû faire grève ? Est-ce que les animaux font grève ? Ah, Est-ce que le Collectif fait grève ? Je ne sais pas. jamais. Jamais. Oui, Ça Est-ce n'arrivera que jamais. c'est un bon signal, ça, de ne pas faire grève ? Je ne sais pas. Il y a un service minimum. Ouais. C'est comme ça. Et en plus de Thibaut, Renaud et Elisa, nous avons également la chance d'avoir deux invités pour nous accompagner ce soir. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine, alors on va pas trop spoiler la raison de ta présence ici, si ce n'est que le râteau-pnu est clairement ta spécialité, mais on n'en dira pas plus, c'est ça ? Ok, on n'en dit pas plus pour le moment. Et à ta droite, il y a Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Alors, de nouveau, le spoil est complètement interdit, mais tu passes une bonne partie de ta vie dans les fourmilières et tu aimes assez ça, c'est ça ? Tout à fait. On va parler animaux. On va parler animaux. On va parler animaux. On va parler animaux, comme d'ailleurs l'introduisait le petit poème de Robert Desnos qui a été lu, c'était ça, qui a été lu pendant l'introduction. On va peut-être un peu parler politique aussi, parce que oui, le temps est politique, l'ambiance est politique, les élections communales dans 2 semaines nous émoustillent énormément, mais on voulait un petit peu, voilà, la politique des humains c'est bien, la politique des animaux c'est mieux. Oui. Font-ils de la politique ? Nous répondrons à la question plus tard. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, c'est... Je pense que c'est le journal des news de l'actu de la science. Allez, c'est parti. Des cours de danse pour les dauphins, le danger des suppléments alimentaires, du plastique dans le moustique, tout ça et bien d'autres choses. C'est maintenant dans le journal des news de l'actu de la science. Ouais, j'adore la science. Eh bien Renaud, des cours de danse pour les dauphins. Ben oui. Figurez-vous qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Billy. Billy était un prof de danse et elle a appris à ses congénères le tail walking. Il faut juste préciser que Billy est un dauphin. Alors, elle a une histoire un peu particulière parce qu'elle a été sauvée par les sauveteurs qui l'ont mise ensuite dans un centre où elle a appris quelques tours, sauter en l'air et ça, et notamment faire du tail walking qui consiste à danser sur la queue et faire semblant de marcher sur l'eau. Tu sais faire ça aussi ? Mais bien sûr, mais je n'ai pas eu la technique malheureusement de Billy. Je sais marcher sur l'eau. Il l'a fait. Avec ta queue. Évidemment, je l'agite très fort. Bon, je m'écarte du sujet.
Et donc, quelques années plus tard, Billy a été relâché dans la nature et en la suivant, les scientifiques ont remarqué que dans le troupeau ou la meute, je ne sais pas comment on appelle ça pour les dauphins. Le banc. Nos collègues nous. Un banc, oui. Une assemblée générale ou je sais pas. Un banc de dauphins. Disons un banc de dauphins. Elle a remarqué que plusieurs dauphins commençaient à faire le tail walking et que visiblement Billy leur avait appris au fur et à mesure des années à le faire. Malheureusement, Billy est décédé. Et il semblerait que la mode du tail walking soit un petit peu maintenant passée et de moins en moins de dauphins s'y mettent. Oh. Ouais. C'est triste. Oui. mais c'est fou. Le danger des suppléments alimentaires, Elisa? Eh bien oui, on ne le dira jamais assez, mais ne jouez pas à l'apprenti sorcier avec votre alimentation et encore plus particulièrement avec les suppléments alimentaires. Donc à moins qu'un médecin vous conseille de prendre des suppléments, le mieux c'est encore de vous abstenir parce que dans le meilleur des cas, les suppléments que vous allez prendre sans contrôle sont d'un gaspillage d'argent et dans le pire des cas, ils peuvent quand même générer des pathologies qui sont très sérieuses. C'est relativement rare, mais on estime quand même que 23 000 Américains sont concernés chaque année et c'est notamment le cas d'un patient qui prenait du curcuma. C'est très à la mode pour l'instant dans les suppléments alimentaires, mais la prise de curcuma a déclenché une hépatite toxique auto-immune. Donc voilà, comme je le disais, ça reste très rare, mais enfin bon, dans l'ensemble, les résultats scientifiques en plus ne laissent pas vraiment penser qu'il y a énormément de bénéfices du curcuma à ce stade, ou en tout cas pas en tant que lutte contre l'inflammation, ce qui est pourtant en fait une des grandes propriétés supposées du curcuma. Donc voilà, tant qu'à faire, autant passer votre tour. Du plastique dans les moustiques. Du plastique dans les moustiques. Alors, le moustique, on en entend pas mal parler ces temps-ci, notamment par rapport à la pollution marine qu'il occasionne, ce plastique. Il y a des milliards de microfragments de plastique dans les océans qui sont avalés par les petits crustacés, même avalés par les poissons, et donc toute la chaîne alimentaire s'en voit affectée. Et on pensait que les environnements terrestres étaient un petit peu épargnés par cette contamination marine, et en fait non. Parce que lorsqu'on s'intéresse un petit peu plus aux moustiques, qui, on le sait, peuvent transmettre des maladies comme la dengue ou le malaria, eh bien ces moustiques en fait sont également capables de propager le plastique marin sur Terre. Comment ils font ? Eh bien, il faut se rappeler que les larves de moustiques se développent dans l'eau, et lorsqu'elles sont dans l'eau, elles sont capables d'avaler et de stocker en partie dans leur abdomen les micro-fragments de plastique. On pensait que ces fragments étaient éliminés au cours de développement, mais en fait pas du tout. On les retrouve dans les moustiques adultes qui après vont gambader dans les environnements terrestres et donc pas loin de chez nous. Et donc il y a un vrai lien qui est possible entre la pollution marine et terrestre à cause des moustiques, ce qui est assez dramatique. Eh bien... Renaud, je reviens vers toi pour un neurone pour l'intestin. Et je dirais même 2 neurones pour l'intestin, parce que des scientifiques ont voulu étudier le trajet du virus de la rage chez les rats, et ils ont découvert que pour se propager, il utilisait un trajet bien spécifique qui reliait l'intestin au cerveau sur un trajet qui ne compte que 2 neurones et une seule synapse. La synapse étant la communication entre les neurones. Et donc, il semblerait que l'intestin arrive donc à communiquer avec le cerveau directement par cette voie et non pas seulement par la voie hormonale, ce que l'on pensait jusqu'à présent. On pensait juste que le cerveau communiquait avec le reste du corps grâce aux 5 sens, l'ouïe, l'odorat, etc. Et ben voilà, on trouve encore d'autres connexions inconnues qui sont... prometteuse. C'est beau, il y a plein de news qui sortent sur les intestins en ce moment. Oui, ça devient le deuxième cerveau. C'est parce que c'est la merde dans le monde. On devrait faire une émission bientôt sur l'intestin, ça va s'imposer à nous. Elisa, oui. Le gras se met au service de l'histoire ? Mais oui. Mais bon, je vais commencer par un petit peu vous placer le contexte, parce que vous ne le savez peut-être pas, enfin moi en tout cas je ne le savais pas, mais les scientifiques s'interrogent depuis quelques dizaines d'années déjà sur les fossiles de Dickinsonia. Alors Dickinsonia, qu'est-ce que c'est ? C'était justement la question. Est-ce que c'est une amibe ? Est-ce que c'est du lichen ? Est-ce que c'est tout autre chose ? Est-ce que c'est un des premiers animaux que la Terre ait connu ? Le débat en fait faisait rage depuis plus de 75 ans quand même, mais aujourd'hui une équipe australienne a découvert sur les falaises de la mer Blanche en Russie une cellule de graisse dans un fossile de Dickinsonia. Ça peut paraître un petit peu anodin comme ça, mais en fait, c'est la preuve que les Dickinsonia font partie des premiers animaux de l'histoire, et prouvant ainsi que les animaux étaient déjà abondants sur Terre il y a 558 millions d'années, soit plusieurs millions d'années plus tôt que ce qu'on croyait jusqu'à présent. Et donc cette créature devient, selon les scientifiques, notre plus ancien ancêtre connu à ce jour. Et pour terminer, nous allons parler écran, on va parler des grands et des petits. On va parler écran et des petits. Alors, c'est un débat qui sévit sans doute depuis des millions d'années. Est-ce qu'en tant que parent, il vaut mieux mettre ses enfants devant un programme télévisé ou
dans le salon en train de jouer avec des jouets en bois à base de matière recyclée. Mais quelle est la réponse Quelle est la réponse ? Eh bien, il y a des chercheurs canadiens qui viennent plus ou moins quand même de trancher et qui se sont intéressés à des enfants de 8 à 11 ans américains et qui ont évalué les capacités cognitives de ces enfants en fonction du temps qu'ils passaient devant les écrans, de manière générale, tablettes, smartphones, tout ça. Et il n'y a rien à faire, au-delà de 2 heures, c'est clairement mauvais pour les capacités cognitives et le développement de ces capacités cognitives chez l'enfant. Alors qu'est-ce qu'on entend par capacité cognitive ? Donc c'est, j'avais tout noté. Oui, donc c'est les capacités de langage, les capacités de mémoire, les capacités de concentration. Et chez les enfants qui regardent trop les écrans, eh bien toutes ces capacités sont moindres que chez les enfants qui les regardent moins. 2 heures, c'est vraiment le seuil maximum à respecter. Et donc les jeux en bois, il faut peut-être aller les chercher à la cave. Eh ben, c'était super intéressant. Encore un excellent journal des news de l'actu de la science. Merci. Allez, on enchaîne avec un morceau de musique et puis on rentre dans le vif du sujet. Les animaux, la politique. Heaven, please send to all mankind understanding and peace of mind. And if it's not asking too much, please send me someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when all hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. 'Cause I lay awake at night and count the world's troubles, and my answer always seems to be the same, that unless man can put an end to this terrible thing, hate will put the world into flame. What a shame, just because I'm in misery. Baby, I don't beg for no sympathy. What if it's not asking too much? Please send me someone to love, someone to love. Vous écoutez le Collectouf et dans 1 heure, c'est terminé. Sur Radio Panique 105.4. I lay awake at night, yes, count the world's troubles, and my answer, Lord, it always seems to be the same, that unless man can put an end to this terrible thing, hate will put the world into flame. What a shame, just because I'm in misery. Yeah, I don't beg for no sympathy.
But if it's not asking too much, please send me someone to love. Yeah, if it's not asking too much, please, please, please send me someone to love. Et c'était un vieux morceau de The Animals, Please Send Me Someone to Love. Et il est temps de rentrer dans une partie du vif du sujet, et en tout cas de laisser à nos invités la possibilité de se présenter. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu leur ferais le plaisir d'un petit peu te présenter ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Delphine Delmarmol et je réalise actuellement une thèse de doctorat en sciences biomédicales à l'université de Namur. Et ma formation de base est celle de vétérinaire. Et est-ce qu'on peut juste savoir sur quoi porte Alors, mon sujet ton de travail. thèse, accrochez-vous, c'est... Je vais donner le nom compliqué. Et, après, si vous voulez, j'expliquerai en 2 mots. Donc, c'est l'étude du métabolisme de l'acide hyaluronique chez le rat taupe nu. C'était bien dit. Tu veux bien répéter, Renaud ? Donc, c'était le métabolisme de l'acide hyaluronique chez rat taupe nu, bien sûr. Oui, c'est ça. Absolument. C'est ça. Vous voulez que je détaille en Oui, 2 minutes? Mais oui, ça absolument. consiste en quoi? Moi, acide hyaluronique, je le connais parce que pour les publicités de cosmétiques, on nous dit allez, il y a de l'acide hyaluronique dans ce produit, Eh ça ben, va bien c'est du marcher sur rat tes taupe nu, rides. en fait. Bah, voilà. Super, ça fonctionne pas. Mais donc, c'est de la pub mensongère. Je devrais peut-être pas dire ça parce qu'après, ils vont m'attaquer pour avoir balancé ce genre d'informations. En fait, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui est composée de 2 sucres et qui va être répétée. Enfin, donc, il y a 2 sucres qui sont répétés. On appelle ça un polymère. OK ? Il faut savoir que tous les animaux en ont partout. On en a nous aussi, on en a dans la peau, on en a dans les muscles, on en a dans les os, on en a beaucoup dans les articulations aussi. Et donc cet acide hyaluronique est particulier parce que, en fonction du nombre de répétitions de sucre et donc de la taille de la chaîne, et donc plus elle est grande, plus elle sera lourde, hein, la taille et le poids sont évidemment en rapport, eh bien on va avoir des propriétés tout à fait différentes. Donc on remarque, je simplifie très fort, hein. On remarque que les petites tailles, les petites chaînes d'acide hyaluronique vont avoir des propriétés plutôt négatives. Elles vont promouvoir l'inflammation, promouvoir le cancer. Chez le rat taupe nu. Chez tout le monde. Chez tout le monde. Chez moi aussi. On va global. Oui, Chez moi aussi, très bien. Évidemment. Et puis, on constate que les très longues chaînes, donc qui sont très lourdes, vont avoir cet effet tout à fait opposé d'être anti-inflammatoire et de plutôt contrer le cancer. Et donc, je vais faire le lien avec le rat taupe nu tout de suite. C'est que le rat taupe nu, c'est un animal tout à fait incroyable. D'abord parce qu'il est tout nu. C'est pas rien. Et c'est pas rien de le dire. Et c'est pas une invention de l'homme. C'est un animal qui existe tel quel à la base en Afrique de l'Est, et qui a un système social aussi assez incroyable, mais ça, on en parlera plus tard, et qui montre des caractéristiques de longévité, de bonne santé complètement inattendues en fait. C'est un animal qui a la taille d'un rat ou d'une souris. Mais qui n'est pas un rat ou une souris, hein. Tu nous as enguirlandé pendant la préparation de l'émission. J'ai absolument pas enguirlandé personne. Qu'est-ce qu'un rat taupe, Delphine? Donc, non, absolument pas. C'était très Donc, tendu. oui, c'est un rat taupe. C'est un rongeur, mais ça vit sous terre comme la taupe. Et donc, ils l'ont appelé rat taupe, mais c'est pas un mélange d'un rat et d'une taupe. C'est un animal à part entière. Et donc, si on compare, un rat va vivre 3 ans et va mourir en général de tumeur, une souris aussi. Et puis, un rat taupe nu, il peut vivre jusqu'à 30 ans et on ne sait pas de quoi il meurt. Et il ne développe pas de tumeur, pas de maladie cardiovasculaire, pas d'Alzheimer. Et donc, il a vraiment, il reste en bonne santé toute sa vie. Il meurt de il vit vieillesse très longtemps. après une vie comme Aznavour, quoi. C'est une vieillesse saine, en fait, une vieillesse exempte de maladie. Et donc, ça affole beaucoup les scientifiques. Et il y a une hypothèse comme quoi le rat taupe nu ne développe pas de cancer parce qu'il a un acide hyaluronique très long et lourd. Genre 6 fois plus lourd que le nôtre. Et donc ça, c'est l'hypothèse de base. Et moi, j'essaye de confirmer cette hypothèse. Merci beaucoup. Et c'est bien que tu aies parlé un petit peu de la vie sociale du rat taupe nu, parce qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Et je me retourne vers
ta voisine et ma voisine également en fait. Bonjour parce que Marine. c'est- oui. Oui, parce qu'elle est Comme entre ça, on a nous une deux. meilleure idée. Quelle transition excellente. Bonjour Marine. Bonjour. Est-ce que tu peux, tout comme vient de le faire Delphine, un petit peu te présenter à nos auditeurs et nos auditrices? D'où viens-tu, que fais-tu, pourquoi es-tu là ce soir? Alors moi je m'appelle Marine Lehu, donc je réalise aussi ma thèse de doctorat à l'ULB, donc à Bruxelles. Et donc moi je travaille sur les fourmis. Et comme Delphine, donc j'ai un titre de thèse absolument remarquable. Vas-y. Allez, on y va. Alors moi c'est le rôle et la plasticité de l'interface entre le nid et l'environnement chez la fourmi Myrmica rubra. Cédric, je vais te demander alors à ton tour de répéter ce titre. Oh là là, non, le rôle et la plasticité dans l'interface entre le nid et la fourmilière chez la fourmi dont j'ai pas retenu le nom, mais c'était vraiment Il y avait compliqué. Formica dedans. Formica. Non, c'est Myrmica rubra. En fait, Ah. c'est la fourmi rouge que vous connaissez tous, celle qui pique les fesses dans l'herbe et tout ça. Voilà. Ça pique une fourmi ou ça mord? Ça pique en fait. Je ne sais pas. Ou alors ça envoie de l'acide formique, ça dépend lesquels en fait. Tu vois, ta question est plus compliquée Ouais. que ce à quoi tu Attends, t'attendais. C'est T'as un voulu critère, faire le malin, un mais critère, voilà. il y a des groupes. Mais donc la mienne, celle que j'étudie, elle pique. Et par contre, acide formique, c'est assez connu, mais formique, ça vient de fourmi en fait. Oui, Oh, mon Tout à Dieu. fait. grande révolution. Qui le savait ici? Moi, je l'avais Ne levez pas la main, on vous voit le pas. savais, Tout le monde le savait sauf toi, Cédric. moi, je l'avais déduit. En fait. Ok, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Il y a pas de Interrompu. souci, il y a pas de souci. Et donc vous voulez que je vous explique peut-être en quoi ça consiste en vrai? S'il te plaît. Oui, moi, pitch-nous. Moi, je travaille sur les portes, en fait, les entrées de la fourmilière. Et donc, je regarde un petit peu comment les fourmis, elles vont faire pour à la fois être bien connectées à leur environnement, donc aller chercher à manger de manière efficace, et en même temps se défendre contre les intrus. Donc, tout ce qui se passe au niveau des entrées. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des fourmis qui s'occupent d'être des gardiennes, par exemple, et comment se fait le transfert d'informations entre l'intérieur de la fourmilière et l'extérieur. Et tu es en train de dire que les fourmis communiquent entre elles afin de parfaire leur système de fonctionnement? À fond. Oh, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et ben c'est bien parce qu'on aura aussi un petit peu l'occasion d'en parler parce qu'on a regardé 2-3 bazars, entre autres sur les fourmis, qui du coup c'est un peu moins gentil, elles esclavagisent Ouais. leurs copines. Il y a des choses assez impressionnantes. Oui. Et ben donc merci pour ce petit tour de table. Thibaut, tu n'as pas Moi, du tout levé la main. Je veux juste rappeler aux auditeurs de Radio Panique que nous allons tenter pendant cette heure d'émission de faire des liens entre politique, organisation sociale, chez les humains et chez les animaux. Et c'est pour ça que nous vous avons invités toutes les deux. Voilà. Et Thibaut, mais tiens, parce que tu parles politique, donc il va falloir te mouiller un petit peu. Tu vas aller voter dans 2 semaines. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu, toi qui as une grande expérience et qui a quand même connu pas mal de régimes politiques différents, nous dire ce que tu attends un petit peu de ces élections, nous dire ce que tu attends d'une personnalité politique que tu vas devoir élire, même indirectement, mais qu'est-ce qui t'intéresse vraiment chez les gens que tu élises, Thibaut? Bon, les élections communales, c'est pas vraiment. Voilà, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, mais c'est en même temps un niveau de politique où on peut vraiment intervenir. Je vais me concentrer sur l'empathie. Voilà. Pour moi, c'est une qualité qu'un homme ou une femme politique doit avoir, c'est de l'empathie pour moi. Voilà. Et l'empathie, ça va plus loin que serrer des mains sur le marché? Bien sûr, bien sûr. Ça passe par quoi, par exemple? Ça passe par être en connexion avec les gens qui vont t'élire, quoi. C'est connaître, c'est ressentir les choses, c'est être au contact de la réalité de certaines personnes qui sont dans ta commune. Voilà, je crois que c'est ça, être doué d'empathie. C'est pour ça que moi, si je devais voter pour un animal, je voterais pour le cochon, par exemple. Le cochon est fort empathique? Ouais. Il va falloir nous en dire plus. C'est-à-dire que moi, je me suis penché pour préparer cette émission, mais c'est pas du tout moi l'intervenant, donc je vais me taire après ça, mais je me suis penché sur un livre qui s'appelle La vie secrète des animaux. Oui. Voilà. Très bon livre d'ailleurs. Oui, on apprend plein de choses, et en fait, moi, je suis tombé assez amoureux de l'écureuil, du cochon, et j'aime beaucoup aussi le corbeau. Voilà. Voilà. Ça sonne. Pourquoi est-ce que ça sonne? Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans le studio. Dans Mais le la porte micro, est ça fermée. s'entend alors? Mais oui. Eh ben, voilà. écoute, c'est comme ça. Voilà, l'empathie pour moi. Renaud? Alors, bien sûr. Une question que je n'avais pas du tout préparée. Elisa? Moi, j'aurais tendance à avoir envie d'avoir des politiques qui sont un petit peu dans l'action concrète. Je trouve que la politique, c'est beaucoup de blabla, ça m'agace un petit peu, et voilà. Donc j'aurais tendance à aller vers des gens qui font un petit peu des choses et se remuent un petit peu. Mais bon, j'y connais pas grand-chose, donc potentiellement j'ai une vision très tronquée du bazar. Très bien. Animal alors? J'en ai aucune idée. Tu sais pas pour qui tu voterais? Non? Dans les animaux? Ouais. Pour qui je voterais dans les animaux?
En fait, j'ai envie de répondre à un truc, mais ça n'a absolument rien à voir avec la politique. Mais donc, voilà. Mais en fait, j'aime bien les vaches, moi. Ouais. Mais pas grand-chose à voir avec la politique. Très bien. Moi, je vais voter pour un. Si je devais voter pour un animal, j'ai regardé, ce serait pour le blobfish. Oui, c'est cette espèce de. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce poisson, dont j'ai le nom latin qui est très impressionnant, Psychrolutes marcidus, qui est un. Je vous conseille, si vous avez Google ou Ecosia devant vous, d'aller taper blobfish dans Google Images, parce que c'est en fait le poisson qui a été élu comme poisson le plus moche de tous les temps, comme animal le plus moche de tous les temps, de tout l'univers et de tout le cosmos. Et en fait, donc, il a vraiment une sale gueule, il faut vraiment le dire. Mais c'est pas juste parce qu'il a une sale gueule quand il est hors de l'eau. Dans l'eau, ça va. Je sais. La véritable histoire, c'est qu'il vit dans les abysses où la pression est 100 fois plus importante qu'ici, et que quand on le remonte à la surface, forcément, il décompresse complètement et sa tête ne ressemble plus à rien. Mais l'intérêt, par contre, de l'élire, je trouve, comme personnalité politique, c'est que du coup, il n'y aura jamais de photos par image compromettantes avec un petit bedon sur une plage en short, parce qu'on connaîtra directement la couleur. On vient d'élire l'animal le plus moche de tous les temps. Donc il n'y aura pas de communication esthétique, rien, tout ça sera mis de côté, et il y aura juste de la vraie politique, quoi. Et ça, je trouve ça très bien. Et donc voilà. Et vous, les deux plus grandes spécialistes des animaux autour de cette table, pour qui est-ce que vous voteriez? Vous avez une petite idée? Est-ce que vous voteriez pour les animaux de vos thèses, déjà? Non, je pense que le Ratopnu est un peu dictatorial. Ah oui? Bon, j'aime pas trop spécialement les dictatures. Si je devais voter pour un animal, j'aime beaucoup les éléphants. Oui. C'est un système... en fait, la plupart des grands mammifères ont un système social complexe. Je sais que chez les baleines, les mammifères marins, il y a aussi un système social développé sur, je pense, beaucoup l'empathie et l'entraide. Mais les éléphants, ce sont des matriarchies. Et c'est les femelles plus âgées qui guident le troupeau, qui sont la mémoire du troupeau. Et il y a aussi beaucoup d'attention aux petits. Et donc, j'aime cette idée d'inclure en fait les plus jeunes et les plus vieux ensemble. C'est une très belle réponse. Hein. Oui. On se sent un peu con maintenant. Marie? Elle me vole les mots de la bouche. En fait. J'avais choisi les éléphants dans ma tête, donc il faut vite que je trouve quelque chose. Non, mais on peut avoir la même réponse. Oui, vous pouvez, d'accord. Et donc là, en fait, les éléphants viennent de gagner l'élection. Exactement. Pour faire une petite transition par rapport à ce que tu disais là tantôt, Delphine, donc tu disais que tu ne choisirais pas du tout le Ratopnu parce qu'il est dictatorial, mais avant l'émission, tu nous parlais de son système eusocial, c'est ça? Oui, on en parlait avec Marine. Je vais peut-être la laisser définir l'eusocialité vu que les fourmis sont eusociales aussi, et donc je lui laisse la parole juste pour la définition. Oui, comme ça on comprend un petit peu. D'accord. Donc en fait, les eusociales, c'est encore un niveau au-dessus de la socialité, si vous voulez. Et ça veut dire qu'en fait, on va avoir un partage des tâches au sein du groupe, et surtout que certains individus vont être spécialisés dans la reproduction et d'autres pas, en fait. Donc tout le monde ne va pas se reproduire au sein du groupe, et c'est basé vraiment sur ça, en fait. Exactement. Donc chacun a sa place bien définie dans Tout à fait. Et il ne peut pas faire autre chose. Si, mais pas pour la reproduction. Donc il y a souvent c'est vraiment spécifique à la reproduction. Voilà, c'est ça. Et donc il va y avoir un ou une femelle qui est consacrée à la reproduction, et d'autres individus qui vont par exemple s'occuper d'aller chercher à manger, nettoyer le nid, le soin aux petits. Donc ça, c'est la division du travail. Et c'est pareil pour les mâles, ça inclut les mâles aussi? Alors, donc moi, j'y connais ça sur les fourmis, donc il n'y a pas de mâles. Hein. C'est une très bonne information à donner à tout le monde. Il y a juste des mâles reproducteurs qui sont nourris qui ont juste le but d'être là pour la reproduction, et puis ils meurent juste après. Mais par contre, chez le Ratopnu, donc là, il y a des mâles. Et donc là, Delphine peut peut-être nous en dire un peu plus. Donc, le Ratopnu est donc un mammifère et qui adopte ce système social de socialité, ce qui est en fait extrêmement rare. Il n'y a que 2 espèces de ratopes qui ont ce système-là, le Ratopnu et un autre, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et donc, ce qu'on constate chez le Ratopnu, c'est qu'il y a une reine qui est la seule à avoir des petits, et elle a un harem de quelques mâles avec elle pour se reproduire. Ensuite, on va avoir des mâles et des femelles dans la colonie qui vont avoir des rôles tout à fait spécifiques, mais qui ne vont jamais se reproduire. Et d'ailleurs, c'est très dur extérieurement de savoir qui est mâle et qui est femelle. On ne peut quasi pas voir la différence de manière externe.
Et donc, évidemment, ici, les mâles ne sont pas juste dédiés à la reproduction, hein, ils vont aussi aller creuser les galeries, chercher la nourriture, nettoyer, etc. Et ils ne vont pas se reproduire. Voilà. Et donc ça, c'est ce que toi, tu étudies au quotidien pour ta thèse ? Non, moi, ce que j'étudie, c'est vraiment le métabolisme de l'acide hyaluronique chez le râteau-penu. Donc, c'est pas... Le comportement du râteau-penu n'est pas mon sujet de thèse. Mais il y a des râteaux-pnus dans ton laboratoire ? Non, moi j'en ai pas dans mon laboratoire, mais je collabore avec une équipe à Berlin qui en a. Et donc ils ont 4 ou 5 colonies. Et même si je ne m'intéresse pas directement au comportement du râteau-pnu, de toute façon, je m'intéresse au râteau-pnu en général et son comportement est absolument génial. Donc il est intéressant. Mais c'est pas mon sujet de thèse en soi, mais ça m'intéresse et j'ai développé quelques connaissances. Tu parlais de dictature là tantôt. Tu parlais de la reine, alors, ça qui... Oui. On n'a pas encore compris exactement comment tout fonctionnait par rapport à justement, comment est-ce que la reine garde le pouvoir et comment elle fait pour que les autres femelles ne rentrent pas en cycle et ne rentrent pas en reproduction. Et donc, il y a une des hypothèses, je ne sais pas si elle est encore actuelle, parce qu'en fait, c'est un animal qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont sorties. Il y en a beaucoup qui ont été infirmées ou confirmées ou qui sont toujours en suspense. Mais donc, apparemment, elle est très agressive avec les femelles et elle les mord. Et c'est ce qui, apparemment, pourrait empêcher les femelles subordonnées de prendre sa place. On voit aussi que quand 2 colonies se rencontrent, comme ce sont des animaux qui sont assez résistants à certains types de douleurs, c'est la fight. C'est la fight, et alors la colonie perdante va être esclavagisée par... Ah, aussi, mais il y a des esclaves partout, en fait. C'est ça, oui. Va être esclavagisée par la colonie gagnante. Et quand tu dis les autres femelles ne se reproduisent pas, est-ce que tu sais s'il y a quand même des rapports sexuels entre les autres hommes ? Non. C'est fou parce que, justement, en préparant cette émission, on regardait un petit peu... dans le documentaire ce que ça donnait chez les bonobos. Et en fait là, c'est véridique, c'est vraiment le rapport sexuel est le plus grand langage politique qu'il existe, c'est-à-dire qu'il n'y a ni reine, ni mâle dominant, ni harem, ni rien, et tous les conflits et toutes les discussions se font via rapport sexuel, et dès qu'on sent qu'on se dispute, on est en train de se disputer, on va plutôt régler ça avec un rapport sexuel, c'est plus simple, et donc c'est des colonies assez apaisées, parce qu'elles utilisent vraiment... c'est fou comme entre mammifères, il peut y avoir des systèmes complètement différents. Pour les bonobos, j'avais entendu qu'apparemment c'était surtout vrai en captivité, mais que c'était beaucoup moins observé en milieu sauvage. Je sais pas, c'est ce que j'avais entendu. En fait, en me renseignant de nouveau aussi pour la préparation de l'émission, en ce qui concerne les bonobos en particulier, c'est pas en fait la seule méthode de régulation sociale qui existe au sein des groupes de bonobos. Donc il y a notamment ça, mais en fait la plupart des rapports sexuels qui sont utilisés un peu à des fins politiques entre guillemets sont simulés. Donc c'est pas des vrais rapports sexuels, aussi on peut dire. L'autre aspect qui est particulier, c'est que les groupes de bonobos ont tendance à choisir un bouc émissaire qui vont en fait complètement martyriser. Et donc ce pauvre singe s'en prend absolument plein la gueule, mais si jamais le singe à un moment décide qu'il en a marre et s'en va, en fait vraiment la sociabilité du groupe est mise à mal. Donc ça a l'air très, très sexy et voilà, très vendeur dit comme ça, mais en fait c'est pas si cool que ça. Mais du coup qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on avait un extrait de documentaire sur les bonobos. Mais non, vous avez tout dit, donc on va pas le diffuser. On va pas le diffuser. Tu sais, on voulait que ça rende ça interactif, illustrer des propos que jamais. Non mais c'est pas grave. Désolée. Non, c'est pas grave, c'est très bien. C'était aussi interactif. Oui, c'est vrai. Non mais moi, les bonobos, oui, je savais pas que c'était comme ça, Elisa. Ah ben voilà. Est-ce que vous voulez écouter un peu de musique ? Oui. On fait une petite pause musicale. Allez, c'est parti. Mais avant, je passe quand même un extrait. Mais un autre, d'un documentaire. Donc nous avons regardé... une flopée. 2 documentaires animaliers de la même collection qui s'appelle Animaux trop humains. Un sur l'organisation politique de certains animaux et un autre sur l'entraide entre les animaux. Voilà, on écoute un extrait d'un de ces documentaires qu'on vous conseille parce que c'est bien. Au fil de l'évolution, certains partenaires ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Leur échange est vital et ils deviennent véritablement inséparables au point de modifier totalement leur comportement et leur aspect. Les insectes pollinisateurs en sont un exemple. Ils ont fait un pacte avec les fleurs. Ils disséminent le pollen contre le nectar dont ils se nourrissent. Une fleur n'est autre qu'un signal racoleur pour les insectes. Plus elle est chatoyante, plus les insectes seront attirés pour venir fouiner dedans. Ainsi s'enduisent-ils du précieux pollen qui va assurer la reproduction de la plante.
Certaines fleurs sont devenues totalement dépendantes de leurs pollinisateurs, au point de changer de forme pour ralentir le messager, afin qu'il se recouvre d'un maximum de pollen. Dans le cas de formes allongées, le nectar est tout au fond. En réponse, les insectes ont dû développer de longues trompes. C'est ce que les scientifiques appellent la coévolution des associés. Chacun développe des astuces pour mieux profiter de l'autre. Vous écoutez Dans une heure, c'est terminé. Une émission proposée par le Collectouf. I woke up this morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? Just like all I want is to just have fun, live my life like the son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Then I woke up one morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to not comb some stranger's hair, never was my style. But I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, cause it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. Always a little too cute to be a minute under marbles lost. He was always 1,000 miles away while still standing in front of your face. Then he woke up this morning, didn't recognize the boy in the mirror. Then laughed and said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. And I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean,
sur Radio Panique 105.4. Et Marine, qui avions-nous l'honneur d'écouter ? Voilà, c'était Kurt Weill, A Pretty Pimpin'. Et maintenant, nous avons l'honneur d'écouter Elisa, puisque c'est ta chronique, Elisa. Ça y est, ça a commencé. Vous avez remarqué, vous aussi, ils sont parmi nous, ils sont partout. Leurs visages au faux sourire ravageur et aux dents éclatantes s'étalent dans nos rues. Je les vois même dans mes rêves. Ils me fixent, ils me suivent. Plus moyen d'aller tranquillement au marché ou à la fête du quartier sans se faire attraper et recevoir une tonne de petits prospectus en papier glacé qui font saigner ma conscience écologique. Chaque soir, je rentre chez moi, ravie d'ouvrir mon courrier, mais c'est si rare de recevoir des lettres. Et non, pas de lettres. C'est encore Jean-Jacques Dupont qui m'envoie un énième prospectus en papier glacé m'incitant à lui faire confiance pour un autre round. Audrey et Christophe me proposent de faire respirer mon quartier. Nathalie me dit qu'elle est pour en majuscule et m'informe qu'elle reçoit 5 sur 5. Gauthier est toujours à mon écoute. Yves trouve sa mission accomplie avec un petit check. Alexandra me dit que je dois passer avant tout avec des majuscules et même un point d'exclamation. Et le professeur Nometto me promet le retour immédiat et définitif de l'être aimé, travail sérieux, résultat 100% garanti. Bref, le cirque des élections a repris. On a rouvert les cages des candidats politiques qui rôdent pour se jeter sur la première gazelle égarée. Bon, alors bien sûr, je me plains, c'est facile, petite ingrate que je suis, mais que je n'oublie quand même pas que ça fait seulement 70 ans que les gens comme moi, et oui, je parle des femmes, peuvent voter. Et en le disant, en fait, je me rends compte que ma grand-mère, quand elle est née, eh bien, elle n'avait pas le droit de vote. Les pauvres, eux, ont eu le droit de s'exprimer en 1894. Enfin bon, s'exprimer, pas trop quand même. Il faudrait tout de même pas qu'ils s'imaginent qu'on les écoute. Alors je sais pas, mais vous, mais voilà, je trouve que le concept de démocratie, il est absolument super. On l'utilise comme on veut et à peu près toujours d'une manière qui ne correspond absolument pas à sa définition réelle. Je fais un bref rappel pour ceux qui dormaient en cours d'histoire. Le terme démocratie vient du grec démos, qui signifie citoyen ou peuple, et kratos, le pouvoir. Le pouvoir au peuple donc. Ça sonne comme un slogan marxiste. Bon, en vrai, n'est manifestement pas peuple qui veut, puisque les Grecs, par exemple, clamaient que tous les citoyens avaient le droit de vote, mais surtout pas les femmes, les esclaves ou les étrangers. Quelle horreur! La démocratie, oui, la démocratie pour tous, non. Bien sûr, je ne suis pas de mauvaise foi, on a fait des progrès. Malgré quelques petits détours un peu gênants, les monarchies de droit divin, des aristocraties, des oligarchies, excusez-moi, voilà, j'en perds mes mots, saupoudrés de quelques dictatures et tyrannies avec une belle dose d'esclavagisme, mais est-ce que je ne pourrais quand même pas fermer ma gueule pendant qu'on essaye discrètement de pousser tout ça sous le tapis? Allez, franchement, c'est un peu la honte, non? Alors bon, parfois, je rêve un peu. Et je me demande ce que la vie serait si on avait des systèmes, si on les avait gardés, en fait, peut-être, comme ceux de nos cousins, les singes. En fait, pas les gorilles, par contre, parce que j'ai vraiment pas envie de passer ma vie dans une espèce de harem où toutes les femmes sont en compétition pour attirer l'attention d'un gros mâle poilu au dos argenté qui décide de tout et d'être coincé dans ce putain de harem parce que j'aurais besoin de lui pour protéger mes enfants d'un infanticide. Mais on pourrait faire comme les orang-outans. Rester chacun dans notre coin, tranquillement, avec personne pour venir te faire chier. Après bon, tu restes tout le temps avec tes gamins, quoi. C'est sympa. Enfin, au bout d'un moment, t'as peut-être envie de boire un verre et taper la causette avec des copains entre adultes. Ou alors, on pourrait vivre comme les bonobos, fonctionner en groupe plus ou moins égalitaire, non violent et où les relations sexuelles, réelles, simulées, homo, hétéro, servent à résoudre les conflits. C'est littéralement faites l'amour, pas la guerre. Après, évidemment, reste le problème des MST, quoi. Alors, sur papier, je suis déjà moins emballée par les chimpanzés. Je veux dire, imaginez la scène. Le groupe est géré par des mâles dominants qui ne sont pas nécessairement les plus forts, mais les plus manipulateurs, parce que ce sont ceux qui atteignent une position de dominance par des jeux de pouvoir, en se faisant des alliés qui les aideront dans la conquête du pouvoir. Mais vous imaginez un fonctionnement pareil? Vous aussi, ça vous paraît vaguement familier? Ouais. J'aimerais bien, en fait, qu'il y ait une grande conclusion morale à cette chronique, qu'elle soit engagée, qu'elle vous transmette un message citoyen un peu hors du commun, qui pourrait faire un espèce d'effet de révélation pour certains d'entre nous. Mais ce ne sera pas le cas. Parce que moi, je crois que, en fait, je suis un peu comme beaucoup de monde. J'essaye de faire le choix qui me paraît le moins mauvais possible. Je ne suis pas fondamentalement attachée à un parti ou à une idéologie libérale, communiste, socialiste, humaniste, et j'en passe. Aujourd'hui, en fait, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est renseignez-vous. N'oubliez pas qu'il existe différents niveaux de pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de voter pareil au communal, au régional ou au fédéral.
N'oubliez pas aussi que finalement, vous êtes un grand singe tout nu. Alors, faites comme vous pouvez et faites au mieux. Afin que nul ne les ignore, les lois qu'Animalville s'était données librement furent inscrites au plus haut mur de la grange. Animal, dans un lit ne dormira. Animal, alcool ne boira. Vive les quadrupèdes. À bas les bipèdes. Vive les quadrupèdes. À bas les bipèdes. Jamais animal ne tuera. Tous les animaux sont égaux. Vous écoutez le Collectouf et dans 1 heure, c'est terminé. Dans 1 heure, c'est terminé. Alors Marine, je ne connais pas grand-chose, mais je sais que tout comme chez les rataupes, chez les fourmis, il y a des reines et que ces reines occupent pas mal tes journées pour l'instant. Alors oui, il y a une reine, mais attention, en fait, là, c'est aussi un petit peu un amalgame qu'on fait. On parle de reine, de roi, on a des termes un petit peu de monarchie comme ça, mais ici, la reine n'a pas un rôle plus important que les autres ouvrières. C'est juste qu'elle a une fonction qui est la reproduction. Et il se trouve que pour faire cette fonction, elle est un peu plus grosse, et donc c'est celle qu'on remarque le plus parmi les autres fourmis. Et donc au sein d'une colonie, c'est ça. Faut pas se fier aux apparences. Tout à fait. Ni utiliser peut-être des mots trop anthropomorphiques et donc c'est au sein d'une colonie, il y a juste la reine qui pond, alors, si je comprends bien, et donc c'est elle qui est en fait la mère de toutes les petites fourmis qui se trouvent dans la colonie. Donc chez certaines espèces de fourmis, il va y avoir plusieurs reines, mais donc si on prend la fourmi de base, on peut avoir une seule reine, et effectivement, elles seront toutes sœurs. Mais attention, parce que la reine, elle peut s'être reproduite avec un ou plusieurs mâles, donc elles sont sœurs ou demi-sœurs, ça dépend. En fait. Et est-ce que ces reines ont un rôle dans la plasticité de l'interface entre les nids et l'environnement de la fourmilière ? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, s'il te plaît ? Moi, je ne m'intéresse vraiment pas du tout à la reine en soi. Donc, je m'intéresse surtout aux ouvrières qui sont à l'entrée et ce qu'elles font exactement. Et que font-elles ? Eh bien, elles doivent prendre des décisions. Donc, ça, c'est super intéressant parce que vous vous demandez peut-être comment les fourmis, elles prennent des décisions. C'est la question que j'allais poser. Et donc, en fait, ça marche un petit peu de manière locale. Donc, en fait, les fourmis, il va y avoir une fourmi qui va aller chercher de la nourriture dehors, donc fourrager, ce qu'on appelle fourrager. Et puis, elle va revenir au nid avec une information. Et là, elle va essayer de convaincre un peu ses congénères de venir avec elle pour aller chercher la nourriture. Souvent, ça marche comme ça. Et quand on parle de communication chez les fourmis, est-ce que c'est essentiellement des phéromones, à savoir des molécules chimiques qu'une fourmi dégage et qui sont captées par une autre fourmi et qui en décodent un message quelque part ? Oui, alors en fait, ça marche sur des phéromones de piste, par exemple pour mener, comme le petit pousset avec des petits cailloux, donc phéromones de piste pour mener jusqu'à la source de nourriture. On a aussi des phéromones d'alerte, pour quand il y a par exemple quelque chose qui vient perturber un petit peu le fonctionnement de la colonie, un intrus, quelque chose qui ne va pas. Là, c'est des phéromones d'alerte et de rejet. Et donc, les fourmis, elles se mettent à être toutes excitées là, pour essayer de régler le problème, entre guillemets. Par rapport au fait qu'ils doivent prendre des décisions et donc elles doivent convaincre leurs congénères, si tu dis convaincre, c'est qu'elles ne sont pas forcément convaincues. Est-ce que ça arrive parfois qu'une fourmi n'arrive pas à convaincre ses congénères et qu'elle se retrouve tout seule avec son délire Mais en fait, c'est ça. Donc du coup, il faut que la source soit d'une bonne qualité. Les fourmis, elles ne vont pas toutes avoir les informations. Personne n'a toutes les informations dans la fourmilière. Et elles ne peuvent pas comparer les sources de nourriture. Donc soit on leur dit, il y a de la bouffe, il faut qu'elles croient ça, en fait. Et elles y vont. Et donc, pour régler ce genre de problème-là, il faut en fait qu'il y ait suffisamment de collègues qui reviennent avec la même information, par exemple. Donc déjà là, il y aura plus de monde qui va être convaincu, et donc là, on va pouvoir vraiment mener une action concrète, entre guillemets. Ou alors, il faut que la source soit vraiment de bonne qualité. Et donc là, l'autre, c'est convaincant, parce qu'en fait, elle s'échange de la nourriture pour... elle goûte, entre guillemets. Donc, ok. Elles apportent des échantillons. Voilà, elles apportent des échantillons. Donc il y a aussi ça qui se passe... Et sans, parce que bon, j'ai eu des sources lamentables depuis le début de cette émission, mais on a effectivement, dans le documentaire qu'on a regardé, il y avait quand même, il présentait un système en Suisse assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y avait des immenses fourmilières. Donc je sais pas, moi je m'imagine bien une fourmilière comme une forme de monticule, enfin un gros tas, on va dire un gros tas. Mais en tout cas, ils étaient dans une forêt où il y avait 1200 monticules répartis dans une portion de la forêt qui regroupait 150 millions de fourmis.
Et en fait, ce système, il y avait complètement moyen de le cartographier, parce qu'il y avait vraiment des allées et venues entre chacune des colonies des fourmis. Et tout ce système, 150 millions de fourmis, était parfaitement organisé. Il y avait des messages qui étaient transmis d'une colonie à une autre. Là, c'est les copines, là-bas, c'est la disette, il faudrait nous ramener de la bouffe. Non, là-bas, en fait, c'est problématique, on va se faire attaquer, donc il faudrait que vous veniez nous aider. Ou il y avait même il y avait des plus gros monticules que d'autres, ils appelaient ça des colonies mères, un petit peu, qui géraient un secteur plus grand. Il y avait des colonies uniquement pour stocker les réserves de nourriture pour l'hiver. Ça semblait hyper organisé comme système. Est-ce que ma source est nulle ou est-ce que ça existe un peu comme ça ? Oui, ça se passe comme ça. Et en fait, le transfert d'informations, il va se faire... donc, personne ne sait rien, mais quand on regarde de manière globale, les fourmis savent ça. Et donc, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, les prises de décision, elles sont émergentes, elles sont au-dessus de la fourmi. Les fourmis, elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles sont en train de faire, en fait, quand elles prennent des décisions. Et c'est un peu comme... aussi, c'est un peu la même chose que si on compare par exemple au guide Michelin versus aller sur TripAdvisor pour savoir un petit peu se renseigner. Donc chez nous, on va par exemple collecter toutes les informations, puis on va donc tester tous les restaurants, puis là on va donner des avis. Donc ça c'est le guide Michelin. Mais les fourmis c'est plutôt comme TripAdvisor, c'est-à-dire que certaines ont donné un rating d'un restaurant, et puis après nous, les autres qui ne savent pas, elles vont se fier à ça. Et donc c'est comme ça que l'information elle se partage. Et donc on a toutes les informations sur TripAdvisor qu'on veut. En fait, c'est comme ça, mais sauf que personne ne sait tout. Ok, donc en fait, la prise de décision, le concept de prise de décision, il existe surtout au niveau de la fourmilière plutôt qu'au niveau de l'individu en tant que tel. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Ok. Est-ce que, parce que vous parliez pas mal toutes les deux en off et en coulisses, est-ce qu'il y a des similitudes un petit peu entre les systèmes sociaux que vous étudiez ? Parce qu'on parlait de deux socialités dans les deux cas, mais est-ce que entre le rat taupe qui est un rongeur, et non pas un ranine taupe, et une fourmi qui est un insecte, il y a quand même des similitudes de fonctionnement ? Alors, par exemple, de ce que j'en ai lu, le rat taupe ne fonctionne pas par phéromone, mais il vocalise en fait. Donc, il communique par vocalisation. D'ailleurs, on peut mettre un micro dans une colonie et chaque colonie a ses vocalisations. Donc là, déjà, ça diffère. Après, je ne sais pas s'ils ont fait des tests sur les prises de décision. Oui. Pour le coup, je sais qu'ils font aussi du recrutement alimentaire. Oui, probablement. Donc, pareil, il y a un qui va chercher de la nourriture et qui va leur dire « Hey, il y a de la bouffe, les gars !» Et ils vont tous suivre en fait ce premier congénère jusqu'à la source de nourriture. Oui, sûrement, c'est possible. En tout cas, mais je n'ai pas lu d'études là-dessus dernièrement. Mais la fourmi ne vocalise pas, elle gronde, je pense. La fourmi gronde. Oh non, c'est pas possible. Il t'avait pas de bruitage lamentable pour... Très bien. Voilà. Allez, voilà. Bonne soirée à tout le monde. C'était la dernière de Dans une heure, c'est terminé. Oh là là, déjà qu'on est toléré sur Radio Panique, alors... Bon, alors, on va utiliser donc peut-être la démocratie dans cette émission. Pour voter l'exclusion de Cédric. Il nous reste 5 minutes. Alors... Soit nous passons la fiction que nous avons préparée qui fait 6 minutes, et donc nous allons dépasser. Donc les auditeurs de Radio Panique n'auront pas la fin de la fiction, mais pourront la retrouver de toute façon sur notre groupe Facebook, sur notre page Facebook Collectouf. Soit nous continuons à discuter, et nous échangeons sur tout ce qui se dit déjà. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors ? Échangeons. Cédric ? Échangeons. Ah non, c'est bon, je suis pour l'échange. Elisa ? Moi, je suis pour l'échange aussi. Les invités ? Je suis le groupe. Pareil. Moi, je voulais absolument, alors je profite, revenir sur ce qu'on discutait là tantôt, sur le chômage parmi les fourmis. Je trouve ça génial. Et alors, par rapport à ce que tu disais là tantôt, quand la fourmi doit aller convaincre ses congénères, est-ce qu'elle embarque des chômeuses avec elle aussi ? Alors, elle va embarquer celles qui sont dans l'entrée, qui sont là pour ça. C'est d'autres fourrageuses aussi, qui sont des fourmis qui vont dehors. Est-ce que c'est toujours les mêmes ou franchement, elles sont typées chômeuses, travailleuses, ou bien une chômeuse peut chômer pendant X temps, devenir une travailleuse après ou quoi ? Alors, pour les chômeuses, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je sais que pour les autres fonctions de la fourmilière, ça dépend un peu de leur âge. Donc, c'est ce qu'on appelle du polyétisme d'âge. Donc, ça veut dire qu'il y a une division des tâches en fonction de l'âge de la fourmi. Plus elle est jeune, plus elle est au centre du nid, elle s'occupe des jeunes fourmis. Et puis après, elle va progressivement aller vers l'extérieur, en fait. Ça vit combien de temps une fourmi ? J'ai aucune idée. Quelques mois, mais la reine peut vivre jusqu'à 30 ans.
30 ans. 30 ans. Voilà un point commun. C'est certaines C'est parce qu'elle a des acides hyaluroniques très lourds et très longs, c'est ça sûrement. J'ai aucune idée chez la fourmi. Mais Tu parles de ce polymère composé d'une répétition de 2 sucres. Ouais. Mais donc on remarque chez le ratopnu qu'il y a aussi une différence dans la fonction. Donc la reine et les mâles qui font partie du harem, les pachas, en général vont vivre plus longtemps que les autres qui ne sont pas dédiés à la reproduction. Il y a cette même différence. Parce que nourris et chouchoutés tout au long de leur vie par le reste de la meute, du banc. Non, j'aimerais pas être une reine ratopnue. Mais par contre, elle passe sa vie à mettre bas et à chaque portée, elle en a de plus en plus, donc elle s'allonge, elle grossit. Non, je pense pas que ça doit être très chouette. C'est plus de l'esclavage sexuel. Ah ouais. Okay. Et juste pour préciser cette histoire de chômage, donc en fait c'est simplement parce qu'on s'est rendu compte récemment et tu disais que c'était 30% des fourmis au sein d'une colonie qui chômaient, qui ne faisaient rien. Je connais pas le chiffre exact, mais oui, ça c'était aux alentours. Enfin voilà, c'était juste pour remettre en contexte cette histoire de chômage. Et moi j'ai une question parce que dans les deux cas, vous avez des reines qui sont donc en charge de la reproduction, mais c'est pas elles qui s'occupent des jeunes. Et donc comment ça fonctionne ça ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que quelqu'un qui n'est en fait pas la mère entre guillemets d'un jeune s'en occupe, le nourrisse, etc. Chez les fourmis, en tout cas, je sais que c'est un peu comme dans une famille nombreuse, quoi. Les grandes sœurs vont s'occuper, ou les grands frères, chez les humains, mais vont s'occuper des plus petits. Là, c'est la même chose. Hein. Donc la reine, elle va pondre et puis les œufs sont pris en charge par les autres ouvrières qui vont les nourrir, qui vont aller les nourrir et s'en occuper. C'est comme ça. Donc chez le ratopnu, la reine allaite. Mais c'est d'autres femelles qui vont s'occuper d'aller chercher les petits, les ramener près de la reine pour qu'ils aient accès aux tétines, les réchauffer. Et donc, dernièrement, c'est sorti ici il y a quelques mois, ils ont découvert que c'était via de l'œstradiol ou de l'œstrogène qui se retrouve dans les matières fécales de la reine. Ces matières fécales sont ingérées par les autres femelles. Et donc, elles ingèrent de l'œstradiol et c'est ça qui les rend sensibles aux cris des petits. Le côté maternel, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça qui donne le côté maternel. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est du côté maternel chez les fourmis. Eh bien, on vous remercie énormément pour tout ce que vous avez apporté en termes de bonne humeur et de connaissances ce soir. On vous remercie vraiment. Cette émission, je pense, était d'une très bonne qualité. C'est grâce à vous. Chouette, les animaux. Ouais, c'est bien, on n'aborde jamais les animaux. Animaux politiques. C'est trop bien. Merci Elisa pour ta présence, pour ta sublime chronique que je t'invite à publier parce qu'elle était vraiment bien. Ah d'accord, je ferai ça. Merci Renaud pour tes news, pour toi, pour ta barre, pour tout ce que tu as. Tu ne parles pas de la qualité de mes news par contre. Non, Pardon, je m'excuse Renaud. Merci Thibaut pour la technique. Avec plaisir. Et on dit merci à Radio Panique 105.4 de nous avoir diffusé. Pour retrouver un petit peu ce qu'on fait, le Collectouf, pour réécouter nos podcasts, on vous invite à rejoindre notre page Facebook Collectouf, K-O-2-L-E-K-T-O-E-F. Oui, Thibaut. Nous sommes disponibles en podcast sur cette page Facebook et nous sur revenons YouTube. Et sur YouTube. Et nous revenons dans 2 semaines. On va parler de quoi dans 2 semaines ? Du nucléaire. Du camouflage. Du nucléaire. Ça va être un peu différent dans 2 semaines. Hein. Alors nous allons nous rendre à la Central of Contemporary Art. Rencontrer une artiste qui réfléchit au stockage des déchets nucléaires. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Merci Marine, merci Delphine. Bon courage avec vos thèses respectives. Merci à vous. On vous souhaite beaucoup de succès et on dit à dans 2 semaines à nos auditeurs. Ciao. Ciao.